Salut TikTok, on va lancer un petit live immobilier imprévu, mais qui n'en sera pas moins, je l'espère, agréable pour vous comme pour moi. On va évidemment parler d'immobilier comme d'habitude. Pourquoi pas axer un peu ce live sur un sujet qui revient souvent et on m'a posé pas mal de questions lors du dernier live et c'était un live très général immobilier, donc j'ai peu détaillé et peut-être accentué un peu plus là pendant 20-30 minutes ensemble et notamment sur les SCI, les sociétés civiles immobilières. Comment on les crée, dans quel but, combien ça coûte, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il vaut mieux faire ça en famille, avec des amis, etc. etc. Jonathan qui me dit salut, merci Jonathan d'être là. Je reconnais ton nom, donc je t'ai déjà vu dans certains de mes lives. Je vois que tu as partagé la vidéo live, je t'en remercie. Mettez des petits likes pour lancer ce live du midi et n'hésitez pas, comme Jonathan, à partager le live. D'une part, c'est gentil et puis d'autre part, ça fait qu'on sera plus nombreux. Alix qui me dit bonjour, salut Alix. J'attends 30 secondes pour commencer et lancer réellement le live. On va parler immobilier. Ça va être un live assez court sur la pause du déjeuner, une vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à le partager, le commenter pour que assez rapidement on puisse le lancer. Ma petite envie du jour, c'est de parler de la SCI, des SCI, Société civile immobilière, expliquer qu'il en existe deux types, une à l'impôt sur le revenu avec des conséquences, une à l'impôt sur les sociétés qui peut paraître magique, qui est bourré d'avantages, mais qui a aussi quelques petits inconvénients. Mais on peut évidemment parler, merci pour les likes, je les vois passer, on peut évidemment parler de tout et de rien tant que c'est de l'immobilier. Vous vous rappelez aussi que, parce qu'on m'en a demandé beaucoup dernièrement, je mets aussi à votre disposition plusieurs éléments gratuits, un e-book sur les revenus fonciers, etc. etc. Ah, j'ai des questions qui arrivent, donc ça me va, je me lance. Caso qui nous dit comment faire pour faire un forfait de charge sur un meublé. Alors Caso, déjà, c'est une bonne remarque que tu me fais. Dans certains cas, c'est imposé au bailleur. C'est mon cas, je suis propriétaire d'un appartement en bord de mer à Courseulles-sur-Mer, en meublé. C'est le seul de mes lots qui est en meublé sur une trentaine de lots. Et j'ai choisi du meublé et un forfait de charge parce que je n'avais pas le choix à cause notamment d'un compteur électrique commun à un autre bien immobilier. Donc faire un forfait de charge sur un meublé, rien de compliqué, tu détermines un montant, 50, 80, 100 euros, peu importe, tu l'inscris noir sur blanc sur ton bail, et comme tu l'as dit, c'est forfaitaire, c'est-à-dire que tu ne viendras pas à le régulariser, quand bien même le locataire en place consomme trop, et que tu te rends compte, grâce par exemple à la présence de sous-compteurs, tu pourras malheureusement pas régulariser, c'est tout l'intérêt ou tout l'inconvénient du forfait de charge. On a Poirgus qui nous dit qu'il vient de vendre un appartement LNP senior. Alors moi, je suis vraiment pas fan de ce type d'investissement. Je les dénigre pas, mais moi personnellement, j'en ferai pas et j'en vends pas dans mes agences immobilières. Et tu viens d'investir dans un LNP hôtel plus rémunérateur. Alors, je me lève 3 secondes, bougez pas. Je coupe une lumière que j'ai en face de moi et qui me crache un peu trop fort dans les yeux. Hop, bougez pas, je suis toujours là. Vous devez m'entendre. Et tac, vous me revoyez. Donc Caso qui dit merci, écoute avec grand plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mais effectivement, le forfait de charge en location meublée est le seul cas de figure où on peut, par exemple, avoir un seul compteur électrique partagé avec d'autres biens immobiliers. Dans tous les autres cas de figure, même s'il y a certains propriétaires qui le font, c'est contraire à la réglementation. Il y a uniquement en forfait de charge, en meublé, qu'on peut revendre, entre guillemets, de l'électricité. Le roi du fisc qui nous dit hello les bolides de Patoche, salut le roi du fisc, tu parles d'un de mes deuxièmes comptes que j'ai sur TikTok, enfin mon deuxième compte. Là c'est les conseils IBO de Patoche, on parle immobilier, fiscalité, et j'ai un deuxième compte qui s'appelle les bolides de Patoche. Je vous encourage à le suivre si vous aimez les voitures, notamment parce que demain il va y avoir plein de vidéos. Je vais au salon Rétromobile à Paris demain, donc il va y avoir plein de vidéos sur le compte des voitures. Caso, est-ce que le locataire peut réclamer la différence de consommation en forfait? Non, Caso, c'est forfaitaire dans les deux sens du terme. Donc le but est justement de déterminer un montant de forfait de charge ni trop important, parce que le locataire pourrait s'en plaindre et tu risques d'avoir des difficultés à trouver un locataire si ton forfait de charge est trop haut, mais ni trop faible non plus, notamment surtout s'il inclut de l'électricité, parce que si tu as un locataire qui reste 5 ans, tu ne pourras pas augmenter le forfait de charge, sauf à l'augmenter en vertu de l'IRL, parce que dans un cas comme ça, l'IRL te permet, si tu l'as prévu dans ton bail, l'indice de révision des loyers,
L'IRL te permet d'augmenter à la fois le loyer de façon annuelle, sous réserve que ce soit prévu au bail et sous réserve que ton logement n'ait pas une passoire énergétique. Et dans ces cas-là, tu peux aussi en forfait de charge augmenter le forfait de charge du montant de l'IRL, de l'indice de l'IRL. User qui nous dit qu'il loue 2 appartements et qui gagne 14 600 € par an. Combien je dois payer d'impôts? Alors je peux te renseigner, user, quand bien même ta question est complexe, mais il me manque des infos. Est-ce que 14 600 € par an, c'est le montant de tes loyers, ou est-ce que 14 600 € par an, c'est le montant de tes revenus actuels? Mike nous dit comment virer mes locataires pour tout mettre en Airbnb. Alors Mike, j'aime pas le terme, virer des locataires, j'aime pas le terme, mais je vais quand même te répondre. Si tu es en bail de location nue, un bail de 3 ans, tu peux essayer de les faire partir à chaque période triennale, mais il y a des conditions. Congé pour vente, avec droit de préférence du locataire. Congé pour reprise, mais ça ne te permettra pas de faire du Airbnb, etc. Si tu es en location meublée, les règles sont plus simples et il est plus facile de faire partir ton locataire. Et d'ailleurs, c'est tous les ans et non pas tous les 3 ans. Donc la réponse est un petit peu différente que tu sois en location nue ou en location meublée. Mais je ne suis pas fan du terme virer les locataires. User qui nous dit 14 600 € loyer annuel sans les charges. Alors, faire ton calcul d'imposition au régime réel, c'est impossible. Par contre, au régime meublé, c'est à peu près possible. Donc 14 600 au régime microfoncier, 14 600 €, tu es en deçà des 15 000 € de revenus fonciers annuels qui sont la limite pour être au régime du microfoncier. Donc 14 600, tu as 30% d'abattement. Je vais le faire en live. Donc tu as 10 220 € dans ton cas qui sont à ajouter à tes revenus d'activité et qui sont taxables au titre des revenus fonciers. Donc 10 220 €, pardon, ils se taxent à 17,2%, donc 1 757 € au titre des prélèvements sociaux. Donc ça, de façon certaine, quelle que soit ta fiscalité, en encaissant 14 600 € par an de loyer et en te mettant au régime du microfoncier, tu payes 1 757 € de prélèvements sociaux, CSG, etc. Mais c'est pas tout. Tu payes également le taux de ta TMI, tranche marginale d'imposition. Ça peut être 0 si tu as très peu de revenus à côté. Ça peut être 5,5, ça peut être 11, ça peut être 30. La majorité des Français se trouvent entre 11 et 30. Donc si tu es à 11, tu rajoutes 14 600 x 0,70 pour l'abattement, fois 11%. Tu rajoutes 1 124 € aux 1 700 € tout à l'heure. Donc c'est pour illustrer que l'imposition des revenus fonciers, bah oui, ça pique. Donc j'espère que je t'ai répondu, user. J'ai fait assez vite parce qu'on est sur un live, il faut que ce soit dynamique, mais la réponse est assez complète. Donc ça, c'est en régime microfoncier. Tu peux avoir potentiellement un régime qui t'est plus favorable si tu te mets au régime réel d'imposition et si tu as des charges déductibles, notamment des intérêts d'emprunt, etc. Merci, tu es toujours au top. Cool, ça fait plaisir. On a SHB qui nous dit c'est trop les impôts en France. Oui, je suis assez d'accord. Alors, je ne suis pas contre l'impôt, je suis content d'en payer, c'est nécessaire, je suis pour la solidarité. Mais oui, on est un petit peu trop taxé et c'est toujours un petit peu les mêmes. Carolina qui me dit trop beau, bah, si tu parles de moi, c'est très gentil, mais j'ai une femme qui est à 15 mètres dans le bureau d'à côté qui va pas être contente de lire ça. Merci. Mike qui dit très pro, très pertinent, c'est gentil. Encore une fois, pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent que je ne réponds que si je maîtrise. Donc tout ce qui est imposition des revenus fonciers, je maîtrise sur le bout des doigts, donc je suis pertinent pour répondre. Il y a certains trucs plus compliqués, investissement immobilier à l'étranger, je ne me prononce jamais, je ne connais pas. Holding, ce n'est pas un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, donc je ne me prononce pas. Mais quand je sais, je fais. Dame Solo qui nous dit j'ai pour but de vendre mon LMNP et d'acheter qu'en SCI. Bonne idée. Pas forcément, Dame Solo. Déjà, LMNP, tu peux le faire tout seul. Tu n'as pas besoin d'avoir des associés. C'est un des avantages de la détention en nom propre. Si tu veux faire de la SCI, tu devras forcément trouver une personne qui le fait avec toi. Ensuite, le régime LMNP au réel, il est très avantageux parce qu'il permet l'amortissement du bien immobilier. La SCI, à l'IS notamment, est très avantageuse parce qu'elle permet l'amortissement du bien immobilier. Donc en fait, elle permet rien de plus que ne permet le régime réel en LMNP. Donc non. Le proprio a-t-il le droit de récupérer bail et état des lieux alors qu'on passe en direct sans agence? Je ne comprends pas ta question, Serenity. N'hésite pas à me la reformuler et je vais te répondre. Mais là, à l'instant T, je ne l'ai pas compris. A-t-il le droit de récupérer bail et état des lieux alors qu'on passe en direct sans agence? Non, j'ai pas pigé.
Mettez des petits likes, on n'est pas très nombreux. En même temps, c'est un live du midi, mais j'ai encore un quart d'heure à passer avec vous. Donc, si on est plus nombreux, il y a plus de questions et du coup, c'est plus intéressant pour tout le monde. Et merci déjà aux 2-3 personnes qui ont posé des questions. Je regarde vite fait, je remonte s'il y a des personnes auxquelles je n'ai pas répondu. Non, ce n'est pas le cas. Si je reprends mon exemple du régime microfoncier, tout à l'heure, j'ai calculé l'impôt sur un loyer annuel de 14 600 €, etc. N'hésite pas à vérifier que la situation ne serait pas plus intéressante pour toi en te mettant au régime réel d'imposition, parce que tu vas pouvoir déduire tes intérêts d'emprunt, tu vas pouvoir déduire ta taxe foncière, tu vas pouvoir déduire une partie de tes charges de copropriété, tu vas pouvoir réduire ton assurance PNO, propriétaire non occupant, tu vas pouvoir déduire la majorité des travaux que tu vas devoir réaliser dans l'année, travaux d'entretien et d'amélioration, etc., etc. Serenity, un propriétaire a-t-il le droit de faire payer l'état des lieux et le bail au locataire? Bah oui, si c'est annoncé dès le départ, aucun problème. C'est le principe d'un mandat de gestion chez un professionnel de l'immobilier. Il y a effectivement des frais de bail et des frais d'état des lieux à la charge du locataire, mais également à la charge du propriétaire. La loi oblige un gestionnaire immobilier locatif à facturer toujours strictement la même somme au bailleur qu'au locataire. Ça veut dire que si on te demande 200 ou 300 € de frais au titre du bail et de l'état des lieux d'entrée, c'est légal. Par contre, on doit demander exactement la même chose au bailleur. On ne peut pas faire de cadeau au bailleur qu'on ne ferait pas au locataire. Alors, AVA qui nous demande si, en étant en microfoncier, donc microfoncier, je rappelle, c'est investissement locatif, location nue, moins de 15 000 € de revenus fonciers par an. C'est pas limité en nombre de biens. Tu peux avoir des petits biens, tu peux en avoir 5 et être toujours au microfoncier du moment que tu ne dépasses pas 15 000 € de loyer par an. Je vais refaire la toiture de mon logement locatif, déficit foncier possible. Oui et non. Oui sur le papier, parce que dans la majorité des cas, la rénovation d'une toiture est bien des travaux déductibles du microfoncier, du régime des revenus fonciers. Pardon. Par contre, tu dois obligatoirement sortir du régime microfoncier, opter pour le régime réel d'imposition. Et attention, c'est une option qui est irrévocable pendant 3 ans. Donc tu dois faire le calcul, vérifier que ce changement de fiscalité t'est bénéfique sur au moins 3 ans, parce que tu ne pourras revenir à nouveau en microfoncier que dans 4 ans. Mike, est-ce que je pense d'acheter comptant des appartements? Si c'est pour de l'investissement locatif, je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'on va générer du coup des loyers avec peu de charges en face, peu de charges déductibles des revenus fonciers. Donc c'est pour moi le meilleur moyen de générer très vite de l'impôt. Donc mettre un peu d'apport, oui, parce que les banques ont tendance à l'exiger dernièrement, mais limiter l'apport à 10-20% maximum du coût total de l'opération si vous êtes jeune. Si vous avez 50 ans ou plus, la banque peut demander une part d'apport plus importante à cause de la durée de l'emprunt qui va se réduire. Mais si vous avez 20, 30, 40 ans, il faut continuer à emprunter au maximum avec le moins d'apport possible tant que ça passe, si c'est pour de l'investissement locatif. AVA qui nous dit que les travaux sont avec un prêt de 10 ans, je peux donc être au réel sur 9 ans, 3 fois 3 ans. Alors c'est pas 3 fois 3 ans, le régime réel, si tu fais cette option-là, devient définitif. C'est juste que tu peux revenir en arrière au bout de 3 ans. Donc tu n'as pas besoin de te réengager. Une fois que tu fais l'option pour le régime réel, c'est à vie, tant que tu ne fais pas le souhait, tu manifestes pas le souhait de revenir en arrière. El Barabimen qui nous demande quand on est en LMNP, donc régime de loueur meublé non professionnel, donc ça se destine aux personnes qui font de la location meublée à l'année ou saisonnière, peu importe, mais de la location meublée, est-ce qu'il y a un intérêt de se mettre au régime réel plutôt qu'au micro-BIC? Et évidemment, au régime micro-BIC, tu vas avoir un abattement de 50% sur tes recettes issues de la location meublée, mais du coup, tu vas encore être taxé à 50%. Alors que le régime LMNP est magique, notamment au réel, par l'amortissement du bien immobilier hors foncier. Donc oui, l'immense majorité des personnes qui font de la location meublée, qu'elles soient saisonnières ou meublées à l'année, ont intérêt à se mettre au régime réel plutôt qu'en micro-BIC. Mustang Cabriolet qui dit coucou, salut Mustang, on a déjà échangé toi et moi sur ce compte-là et aussi sur mon compte automobile, les bolides de Patoche, pardon. Et d'ailleurs demain je vais au salon Rétromobile à Paris, donc il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir sur mon compte les bolides de Patoche, n'hésitez pas à vous abonner. AVA qui dit donc si je me mets au réel, je ne pourrai jamais revenir au microfoncier. Ben si AVA, justement je viens de te l'expliquer. Là aujourd'hui tu es au régime microfoncier.
ok, tant que tu ne fais pas de changement, ça perdure. Le jour où tu dis aux impôts, oh, je veux opter pour le régime réel d'imposition, c'est tout à fait possible, mais c'est une option irrévocable pendant 3 ans. Donc tu vas devoir attendre la 4e année pour opter à nouveau pour le régime microfoncier. Donc pas de nouvelles, pas de problème, c'est pas une prison, ni le microfoncier, ni le réel, mais dès que tu passes au réel, c'est pour 3 années, 3 déclarations minimum, donc en fait dans les faits c'est pour 4 ans. Allez, encore 5 minutes de live avec vous. C'était un live rapide immobilier du midi. Alors, Mustang qui me questionne sur une SASU, ce n'est pas les sujets que je maîtrise le mieux, j'ai l'honnêteté de le dire. Holding, SARL de famille, SASU, c'est des sujets que je connais mais que je ne maîtrise pas à 100%, donc je ne me prononce pas sur un live, sans préparation. Je maîtrise parfaitement par contre le sujet de la SCI, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, et parfaitement le sujet de la location nue, microfoncier, régime réel, déficit foncier, tout ce que tu veux, et LMNP. Pareil, le régime LMP, loueur meublé professionnel, je le côtoie moins souvent, donc je le connais, mais je ne le maîtrise pas sur le bout des doigts. Le MLMNP, oui, le LMNP, oui, pardon. Allez, encore 5 minutes de live avant que je parte manger, parce que j'ai la dalle pour être poli avec vous. Mais j'avais une demi-heure à tuer, donc je me suis dit, allez, je vais faire un petit test de live du midi, j'en fais rarement. Je fais en général des lives du soir, bien plus longs, souvent avec ma femme d'ailleurs, le compte gestion locative pour les nuls. Là voilà, c'était un petit live immobilier du midi, un peu à l'arrache, mais c'est toujours cool. J'ai encore 5 minutes, n'hésitez pas à me poser une ou deux questions IMO encore, et j'y réponds avec plaisir. On peut parler SCI, bien qu'on l'ait déjà fait, on peut parler droit de la famille, on peut parler intérêt du PAX, on peut parler intérêt du mariage quand on fait de l'immobilier à deux, on peut parler comment passer de la SCI à l'IR à l'IS, c'est tout à fait possible, c'est une option fiscale que tu prends. Par contre, je n'ai pas la réponse, on m'a posé la question dernièrement, je n'ai pas la réponse du formalisme pour le retour en arrière, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, et si oui, sous quelles conditions, rebasculer d'une SCI à l'IS vers une SCI à l'IR, ça je l'ignore, et j'ignore le formalisme. Par contre, est-ce qu'on peut passer d'une SCI à l'IR à l'IS? Oui, ça c'est certain. Pierre KLF, moi je suis plutôt team une seule SCI pour plusieurs biens, même si dans les faits on a souvent plusieurs SCI parce qu'on aime s'associer pour différentes raisons à différentes personnes. Donc moi par exemple j'ai 2 SCI, j'en ai une à l'IR à l'impôt sur le revenu avec mon meilleur ami et j'en ai une à l'IS à l'impôt sur les sociétés avec ma femme. Donc souvent je prône plusieurs SCI, mais pas pour séparer les biens immobiliers, mais pour séparer les associés. Parce qu'on peut avoir envie de faire de l'immobilier en couple, en famille, avec un ami. Donc c'est pour ces raisons-là que je comprends et je prône le fait qu'on peut avoir plusieurs SCI, mais pas pour faire une SCI par bien, parce que notamment à l'IS, c'est la meilleure façon de créer des usines à gaz qui vont coûter très cher. N'oubliez pas qu'une SCI, ça coûte de l'argent à constituer, ça coûte de l'argent à faire vivre, bilan annuel, frais comptables tous les ans, frais bancaires pour un compte professionnel tous les ans, ça coûte de l'argent à déménager en cas de changement du siège social, notamment parce qu'on vend le bien immobilier, ça coûte de l'argent à fermer. Donc moi je ne suis pas adepte de monter des SCI toutes les 5 minutes pour rien. Je préfère mettre plusieurs biens immobiliers dans la même SCI. C'est le cas dans ma SCI à l'IR, on a 4 biens, 3 appartements et un garage. Et dans ma SCI à l'IS, on a 5 biens, 4 locaux commerciaux et un appartement. Sylvain qui nous dit « Comme tu es un mec honnête, je parie que tu vas nous répondre à la question « Es-tu millionnaire ?» En argent, absolument pas. En valeur, absolument pas. En crédit, oui. Mais c'est pas du tout la même chose. SHB, comment faire pour ajouter un associé dans une SCI à l'IR? 2 options. Soit tu revends une partie des parts existantes, soit tu fais une augmentation de capital par la création de nouvelles parts. Donc imagine, il y a 2 personnes à aujourd'hui dans une SCI à l'IR qui ont 100 parts. Au total, 50 chacun, vous pouvez rester sur le même nombre de parts et vendre 10 parts chacun à un nouvel associé. Vous pouvez vous dire, on va augmenter le capital social en apportant de l'argent et en augmenter du coup à 150 parts et vendre les 50 parts au nouvel arrivant. Les deux sont possibles. Soit vendre des parts déjà existantes, soit créer de nouvelles parts. Allez, encore 2-3 minutes, fin du live. Merci à ceux qui ont posé 2-3 questions. Il y en a eu plusieurs d'entre vous. Je rediffuserai ce court live, c'est pas le meilleur de tous, il est court et un peu décousu, mais je le rediffuserai sur YouTube. Affaire chez le notaire,
Pas obligatoirement. Le plus simple, oui, pour plein de raisons, mais en vrai, pas obligatoirement. Tu peux faire un sous-seing privé, tu peux faire une assemblée générale et faire enregistrer cette session au niveau du centre des impôts. Donc, conseiller de le faire chez un notaire, c'est beaucoup plus simple, mais ça va engendrer des frais, mais ce n'est pas réellement obligatoire, contrairement à la vente d'un bien immobilier où là, il y a une mutation de propriété, et ça se passe en France obligatoirement devant un notaire. Sylvain qui nous dit ma maison RE 2020 va être finie en octobre 2026. Est-ce que c'est une bonne idée de la revendre? Bon, aucune idée, Sylvain. J'ai aucune idée de ton coût d'achat. J'ai aucune idée. J'ai 100 000 euros de plus-value. Sylvain, je ne vois pas comment tu peux savoir que tu auras 100 000 euros de plus-value parce que ni toi ni moi ne connaissons le marché immobilier 2026. Donc je ne vois pas comment tu peux, à aujourd'hui, en janvier 2024, savoir que tu auras 100 000 euros de plus-value sur une revente en 2026. C'est impossible. Parce qu'en 2026, le marché peut avoir augmenté et donc ta projection de 100 000 euros sera encore plus importante et le marché peut s'être cassé la gueule. Donc Sylvain, c'est de la théorie de dire que j'ai 100 000 euros de plus-value sur la revente d'un bien en 2026. C'est de la pure théorie. Tu peux être en moins-value. Le marché immobilier peut, je ne pense pas, mais il peut se casser la gueule en 2025 et tu peux être en moins-value en 2026 au moment de la revente d'un bien neuf. Toutes les personnes qui vont vous dire, qui vont faire des prédictions, des projections sur la valeur d'un bien immobilier dans un an ou deux, c'est soit des marabouts africains, soit c'est des gens qui mitonnent. Parce que moi, je suis incapable de dire comment sera le marché immobilier en 2026. Parce qu'il est dépendant de l'activité économique en France, il est dépendant des taux de crédit, il est dépendant d'une éventuelle guerre je ne sais où qui influence évidemment l'économie, les taux de crédit et donc le marché immobilier. Donc aucun de nous ici présents ne peut... J'ai déjà du mal à savoir comment sera le marché de l'immobilier au deuxième semestre 2024, donc encore moins en 2026. Et Sylvain, tu me dis que je vendrai avec toi. Écoute, avec grand plaisir, si ton bien est en Normandie, avec grand plaisir pour m'en occuper moi-même ou en tout cas mes agences. S'il est malheureusement ailleurs qu'en Normandie, ce sera un peu plus compliqué pour moi d'intervenir, mais je pourrais te conseiller. Je suis jamais avare en conseil, donc à défaut de m'en occuper moi-même, je pourrais t'apporter quelques conseils. En tout cas, c'est bien de... Ah, à côté de Bénouville. Ah bah oui, super, c'est mon secteur. En tout cas, je te félicite de construire une maison neuve RE 2020 parce qu'effectivement, il y a 5 ou 10 ans, le DPE, ou du moins la performance énergétique d'un bien immobilier n'était pas un sujet. Vraiment, c'était de la branlette pour être poli. Ça devient de plus en plus un sujet pour les agents immobiliers, pour les notaires, pour les acquéreurs évidemment, et même pour les banques qui financent. Donc une maison RE 2020 aura un DPE en A de façon quasiment certaine. C'est un très 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 bon point. On le voit là avec ma femme, on vient de rentrer 2 lots de gestion, 2 maisons neuves qui sont classées en A. On a majoré l'estimation de loyer de 50 euros par mois par rapport à des maisons récentes qui auraient été classées, ne serait-ce qu'en C. Là, on a vraiment mis un loyer au max du max par rapport à la superficie des maisons. On a mis un loyer à plus de 900 euros par mois pour une maison de 80 mètres carrés. Donc c'est beaucoup pour chez nous en campagne. Mais on l'a fait et ça va se louer parce qu'on a un DPE en A. Et donc, on annonce du coup des charges mensuelles d'utilisation de ce bien immobilier-là qui sont très faibles. Sylvain, oui, évidemment qu'on fait la location, c'est même quelque chose qu'on développe de plus en plus. On fait donc de la transaction, de la vente immobilière, mais aussi de la gestion locative, on adore ça. Et aujourd'hui, on doit gérer 178 biens immobiliers, si je ne dis pas de bêtises, dans le Calvados. Athéo, est-ce qu'il est possible d'avoir un crédit immobilier en moins d'un mois en France? Oui, je vais même aller à l'extrême, Athéo. Certains vont dire que je suis dans l'exagération, mais c'est vrai. Tu peux avoir un crédit immobilier en 5 minutes dans une banque qui est décisionnaire et qui édite elle-même l'offre de prêt. C'est mon cas, je suis notamment client du CIC. Au CIC, il faut qu'ils acceptent de te prêter, évidemment, mais s'ils acceptent, la décision peut être prise en 5 ou 10 minutes par la directrice de banque et c'est eux qui éditent les offres de prêt en interne. Donc si tu es déjà client et que tes coordonnées sont déjà dans l'outil informatique, l'offre de prêt dans certaines banques comme le CIC, elle peut, je suis dans l'exagération, mais elle peut sortir en 10 minutes chrono. Donc évidemment, en moins d'un mois, c'est largement possible. Et Joura qui dit tout à fait Crédit Mutuel CIC, exactement, je suis client de ces deux banques. Je suis client du Crédit Mutuel beaucoup moins, mais encore, et je suis client du CIC, à la fois en nom propre, pour ma SCI à l'IR, pour ma SCI à l'IS et pour ma SARL. Je suis un gros client et un ambassadeur du CIC parce que c'est une banque que j'aime beaucoup. Donc je leur fais souvent de la pub. Alors je pourrais avoir quelque chose en échange, chers actionnaires du CIC, parce que je vous fais souvent de la très bonne pub. Mais je dis une boutade, on ne peut pas être actionnaire du CIC, c'est pas une banque qui est cotée en bourse. Alors qu'on peut être actionnaire d'autres banques. Je suis actionnaire par exemple du Crédit Agricole.
je fais un parallèle immobilier-bourse, parce que je bourse-cote un petit peu, et je suis notamment actionnaire du Crédit Agricole, notamment, c'est pas un conseil de bourse, attention, tout le monde est grand, mais notamment parce que le Crédit Agricole verse un dividende de quasiment 10%. Donc c'est énorme quand même. C'est pas exempt de risque, attention, mais le Crédit Agricole verse un dividende de près de 10%. Il le verse bientôt, en plus au mois de mai. Donc voilà. Euh, Sylvain qui nous dit une maison RE 2020 à Bénouville, donc super secteur, belle maison de 170 mètres carrés avec en plus 30 mètres carrés de garage attenant, plus 30 mètres carrés au-dessus du garage. Est-ce qu'elle se louerait aux alentours de 1500 euros par mois? Oui, avec des prestations, c'est possible. J'ai moi-même quitté, avant d'acheter ma RP, j'étais locataire d'une maison à Mathieu, donc Mathieu, ça doit te parler. Quand je suis rentré, le loyer était à 1000 euros par mois, donc loyer assez bas pour une belle maison, c'était une maison de 170 mètres carrés. Quand je suis sorti de cette maison-là, ils l'ont mis en location 1400 euros en 2022 et elle s'est louée. Donc 1500 euros, c'est un gros loyer, mais ça peut être possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut être possible si tu as une maison avec un parfait DPE, une maison avec une belle finition à l'intérieur, une cuisine aménagée, équipée, etc. Un beau garage, oui, dans ce secteur-là, on a des gens qui ont un gros pouvoir d'achat ou des beaux revenus. Oui, il serait possible au conditionnel de la louer 1500 euros par mois. C'est pas déconnant. Même si ça peut paraître costaud, hein. Mais on a dans notre portefeuille de gestion locative plusieurs biens à 1200 euros par mois pour des maisons de 110-120 mètres carrés. Donc la belle maison que tu décris, qui est dans un secteur très coté, pourrait au conditionnel, oui, se louer 1500 euros par mois. Ça reste du conditionnel, il faut évidemment voir ton bien avant de se prononcer. Et autant, Sylvain, je t'ai dit tout à l'heure qu'on a une grosse incertitude sur les prix de l'immobilier dans les années à venir. C'est vrai, on a beaucoup moins d'incertitude sur les prix à la location. Les prix à la location sont vraiment liés au coût de la vie, à l'inflation, et ils augmentent beaucoup moins vite que les prix de l'immobilier quand on a une explosion, mais ils baissent également beaucoup moins vite. Le marché de l'immobilier, les prix de l'immobilier à la location sont beaucoup plus stables et suivent une pente qui est douce, mais qui est toujours à la hausse depuis 20 ans. Coucou Mika, Mika qui est un fidèle de mon compte, je te remercie. De mon compte et de celui de ma femme, gestion locative pour les nuls. Merci Mika, t'es un de mes ambassadeurs sur TikTok, ça fait plaisir. Sylvain, avec plaisir si j'ai pu t'aider. Allez, s'il y a une dernière question IMO, je la traite. Si ce n'est pas le cas, je remercie les personnes qui ont suivi ce live qui était imprévu. Je le rediffuserai sur YouTube pour information. Et nu ou meublé la location. D'un point de vue fiscal, Sylvain, si c'est une maison que tu viens d'acheter en nom propre, il serait plus intéressant d'y faire de la location meublée. Parce que la location d'une maison neuve en nom propre, en revenu foncier, est une très mauvaise idée fiscale. Parce qu'on ne peut pas amortir le coût de la construction des travaux. Donc, très mauvaise idée fiscale. Par contre, c'est ce qui est le plus stable, location nue dans une maison. À l'inverse, location meublée dans une maison, tu vas avoir une meilleure fiscalité, tu vas louer un petit peu plus cher, mais tu risques d'avoir des profils qui vont rester beaucoup moins longtemps, notamment, Sylvain, des couples qui divorcent. Là, le profil type de la maison que tu viens de décrire, maison de 170 mètres carrés dans un secteur coté, si tu fais du meublé, oui, on va te la louer, mais on va te la louer à des cadres, des gens qui gagnent un peu de pognon, qui divorcent et qui vont prendre ta maison pendant 6 mois, 1 an, le temps de se reconstruire, le temps de retrouver un nouveau mari, une nouvelle nana, le temps de racheter à nouveau un bien immobilier. Donc oui, tu vas avoir de la demande, oui, tu vas louer, mais tu vas avoir un gros turnover. Et ce gros turnover va soit t'embêter, si c'est toi qui le gères, parce qu'il va te prendre du temps et de l'énergie, soit il va te coûter cher en frais d'agence, en honoraires de location, si tu le fais gérer par quelqu'un. Donc voilà un peu ma réponse rapide. Pour ceux qui découvriraient ce live, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, les conseils en niveau de patoche. Autre compte que je vous recommande vivement, c'est celui de ma femme, gestion locative pour les nuls. Elle y parle vraiment de façon pratico-pratique du quotidien d'un bailleur, de ce à quoi il faut faire attention quand on rédige un bail, notamment quand on le fait soi-même. Elle est en train de finir un document qu'elle va bientôt offrir à sa communauté, qui est le guide pour bien réussir son état des lieux de sortie. Il se destine aussi bien aux bailleurs qui ont envie de limiter les risques de soucis avec leur locataire qu'à un locataire de bonne foi qui a envie de récupérer 100% de sa caution. Donc voilà, le guide bien réussir son état des lieux de sortie. Ma femme est en train de le finir et elle va bientôt l'offrir à sa communauté. Donc abonnez-vous, gestion locative pour les nuls. SHB qui nous dit qu'il va construire un petit immeuble de 3 appartements, quelle fiscalité je dois choisir. Si c'est du nom propre,
de la location meublée d'un point de vue fiscal. Si c'est de la détention en société, une SCI à l'IS et non pas à l'IR. Carrie qui nous dit bonjour Patoche. Salut Carrie, je te reconnais également. Allez, c'est la fin du live qui n'était pas préparé. Je vais aller déjeuner. Merci aux personnes qui l'ont suivi. Il y aura quelques extraits qui vont être republiés en short cet après-midi, les 2-3 petits passages intéressants. Et la totalité du live, pour ceux qui l'auraient manqué, va être rediffusée sur ma chaîne YouTube, Les Conseils du Mot de Patoche, nouvelle chaîne sur YouTube que j'ai créée il y a 15 jours. Et je rediffuse ce live. D'ailleurs, la caméra qui le filme le live est là, donc je m'adresse à ceux qui seraient restés jusqu'à la fin. Merci, mettez vos commentaires, abonnez-vous au compte et ciao, bye.